Immersion sonore. Sur la question, l'école vous libère-t-elle de quelque chose, te libère-t-elle de quelque chose? Immersion sonore par la Cardie de Créteil. L'école libère-t-elle de quelque chose? Nous avons posé la question à des élèves et des enseignants de la maternelle au lycée, sans oublier des chercheurs en sciences de l'éducation. L'objectif, y voir plus clair, ou peut-être se poser des questions à partir de représentations pour pousser la réflexion. Au court terme, ça me libère de chez moi. Et sur le long terme, en allant à l'école, on fait des longues études. Du coup, on a un bon métier. Du coup, ça me libère de la pauvreté. Non, ça m'empêche d'avoir un temps de sommeil bon. Et ça m'empêche de pratiquer des activités parascolaires. Moi, je dirais que l'école, elle nous libère de la pression sociale, dans le sens où quand on est chez nous, par exemple, s'il se passe des choses qui nous déplaisent, quand on va à l'école, on voit de nouvelles personnes. Mais ça ne change pas le fait que l'école, elle nous c'est quoi déjà la question? Elle nous donne une pression, parce qu'il y a toujours la pression académique sur nous, et que même chez nous, l'école, elle nous met une sorte de pression, mais je dirais entre oui et non. Malgré la pression, j'ai l'impression que l'école me rend plus libre de visualiser les choses par moi-même, ainsi que mon avenir. Alors le pédagogue que je suis pourrait être tenté de répondre d'une manière un peu injonctive et dire de quoi l'école devrait-elle libérer ? Mais plutôt que de rester dans le domaine des souhaits, j'ai plutôt envie de dire de quoi l'école m'a libéré réellement. Pour moi, et malgré le fait que j'ai vécu dans une école encore très traditionnelle et très autoritariste, l'école m'a libéré de l'emprise de mes parents. J'ai découvert à l'école qu'il y avait des vérités en dehors de celles que ma famille m'avait enseignées et que ces vérités, je pouvais les chercher, que je pouvais les chercher à travers des textes, à travers des documents, à travers des enquêtes, qu'elles n'étaient pas transcendantes et qu'elles renvoyaient en fait à des constructions humaines. L'école me libère parce que j'apprends et je ne suis pas seule, je me sens bien. Moi, j'aime bien l'école, ça me permet d'apprendre des choses et au moins, je peux me faire des amis. L'école libère de l'ignorance et des fausses croyances. Elle contribue à rendre les élèves libres et égaux face à la culture et au savoir. Elle permet également de libérer les jeunes d'un certain déterminisme social. L'école, ça permet de sortir de la solitude parfois, parce que ça permet quand même de garder des contacts, même s'ils ne sont pas forcément amicaux. Ouais, de l'ennui, parce que souvent quand je suis en vacances, en général, j'ai pas de choses à faire. Enfin, je pense pas à des choses à faire. Du coup, l'école, ça me libère de l'ennui et aussi, je suis avec mes amis. Pour ça, l'école, c'est bien, parce que ça permet de faire une coupure et de changer pour pas être tout le temps au même endroit. Mais d'un autre côté, c'est trop lourd, principalement sur le point des devoirs. C'est-à-dire que déjà qu'on fait des longues journées, en plus on rentre chez nous et on a des devoirs. Pas que, par exemple, des devoirs à apprendre ou à faire à l'oral, comme réciter des leçons, apprendre pour des évals et tout, ça je trouve ça normal. Par contre, les devoirs écrits, comme répondre à des dizaines et des dizaines de questions dans chaque matière, c'est lourd. Et ça fait qu'on a beaucoup de choses à faire, ce qui nous empêche, entre guillemets, de sortir, profiter de nos amis justement à l'extérieur de l'école, qui n'est pas le lieu approprié pour quand même sortir ensemble et bien rigoler, on va dire. Par des pédagogies spécifiques, je pense que l'école peut se donner des moyens de développer 2 éléments essentiels pour l'éducation de la jeunesse. D'abord, libérer d'un travail isolé ou systématiquement dépendant d'adultes. Parce qu'apprendre, c'est d'abord un choix personnel de changer ce que l'on est ou ce que l'on pense, pour tenter de devenir quelqu'un d'autre, grâce à et avec d'autres, qu'ils soient experts ou pairs. Et ensuite, libérer de la tentation du repli sur soi et d'une existence tubulaire, c'est-à-dire uniquement avec ceux qui nous ressemblent. Parce que vivre, c'est surtout rencontrer et apprendre à connaître celles et ceux qui pourraient penser différemment pour tendre vers davantage d'universalité. L'école reste certainement le dernier lieu dans nos sociétés où des relations nouvelles sont possibles, parce qu'apprendre avec d'autres peut conduire à apprendre des autres. Est-ce que l'école peut libérer les esprits si elle les enferme toute la journée ?
La liberté qu'on aura en dehors de l'établissement ou d'une école sera toujours plus grosse que la liberté qu'on aura à l'intérieur. À la limite, la question parle peut-être de la liberté qu'on reçoit une fois qu'on a accès aux portes et qu'on a pu les franchir, qui sont données par l'école, mais sinon, je vois pas trop les sortes de libertés possibles offertes, quoi. Ça t'offre des libertés, que ce soit financièrement, mais qu'à partir du moment où tu as su prendre les portes, travailler et les portes qu'on t'a données et les possibilités qu'on t'a données. Mais ça revient qu'après, surtout dans un second temps, je trouve. Oui, ça libère, au moins ça permet de pas trop rester coincé chez soi, sur son écran par exemple, ou ne pas sortir et ne pas voir ses potes. Et donc nous allons passer à la table ronde. Et vous, on vous invite éventuellement à répondre au petit sondage sur menti.com si vous voulez mettre un petit mot par rapport à ce que vous avez entendu. Et on va donc démarrer la table ronde. Vous avez le code normalement qui s'affiche. Voilà, si vous souhaitez laisser un petit témoignage, savoir vous, est-ce que l'école vous libère, vous a libéré de quelque chose. Pour parler d'émancipation, il nous a semblé vraiment très intéressant de démarrer justement par des échanges de points de vue, par des pratiques de terrain. Nous avons 3 enseignants à nos côtés. Madame Mélanie Pécard, inspectrice générale de l'éducation au sport, qui est également à nos côtés. Je vous engage à la manière d'être excusée pour des urgences au niveau du ministère. Voilà, et nous avons M. Seguin, enseignant, professeur des écoles, enseignant en SECPA à la Courneuve. Madame Joyeux, donc enseignante premier degré avec des élèves plutôt ULIS, c'est ça, et Madame Rezali, enseignante de philosophie au lycée Christophe Colomb, avec les 2 élèves représentantes du groupe qui est avec nous, donc qui vont parler au nom du groupe classe sur cette question de l'émancipation. Sidonie, alors Sidonie c'est, voilà, et Bianca. Merci à toutes les 2, une grande expérience préparatoire pour le mentorat de l'année prochaine. Tout est entraînement, tout est apprentissage. Voilà, et peut-être avant, un premier mot de Mélanie Pécard sur ce qui a été simplement entendu dans cette immersion sonore. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à tous. Quelques mots puisque ça devient vite. Je trouve que mon avis n'est pas plus autorisé que le vôtre. Simplement, je vous dis moi ce qui me frappe dans ces témoignages. J'ai beaucoup de questions de lien et de cette espèce de paradoxe assez beau et assez qui pourrait être cliché, mais je pense qu'on va trouver le moyen de revivifier par plein de biais aujourd'hui. Ce paradoxe des liens qui libèrent, parce que tous d'une manière ou d'une autre, nous parlent des liens avec les autres, qui libèrent de la solitude, qui libèrent de la maison, des croyances exclusives de la maison. Aussi, il y a quelque chose de délicat, parce qu'il ne s'agirait pas de considérer une forme de dialectique maison, enfermement, école, liberté, mais quelque chose se joue quand même dans cet effet de seuil de l'école. Je trouve que après le paradoxe, une métaphore, je donne la discipline lettre, j'aime bien. La métaphore que je trouve intéressante, c'est cette histoire des portes. On avait un élève là qui nous dit que c'est vrai que l'école ouvre des portes, mais bon, manifestement dans son esprit, c'est un peu austère. Et si on arrive vraiment tout au bout, là il y aura des portes qui vont s'ouvrir. C'est une représentation qui, je crois, doit nous interroger parce que si l'école est ce
nos deux élèves. Est-ce que l'un de vous trois souhaite démarrer? Donc, la question était par rapport à votre pratique, par rapport au travail avec vos collègues. Comment résonne cette question de l'émancipation au quotidien dans la classe? Alors, on commence par Madame Joyeux. Allez. Voilà, des vrais pros. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'enseigne dans une milice élémentaire, donc face à des élèves qui ont des troubles d'évolution cognitive et qui donc ont des difficultés aussi bien dans leur rapport à eux-mêmes que dans leur rapport aux autres, leur rapport au travail et évidemment dans les apprentissages. Si je devais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, la tension entre l'école et la maison, je pense que le milice peut apporter un espace intermédiaire protégé dans lequel je vais pouvoir essayer de travailler justement cette émancipation. Alors en quoi le milice, ça peut être un dispositif qui permet cette émancipation? C'est un endroit où on a le temps et où on prend le temps de travailler certains axes pour que les élèves gagnent en autonomie et en liberté. Trois exemples. Le premier, c'est qu'en général, je leur permets de choisir s'ils préfèrent revenir sur les notions qu'ils ont déjà abordées dans leur classe de référence, ou s'ils préfèrent anticiper les cours à venir. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, de plus en plus, ils choisissent d'anticiper les cours à venir. Tous les ans, je constate que c'est vraiment leur choix principal. Je pense qu'en ayant anticipé la notion avant d'aller la pratiquer, la travailler dans leur classe, quand ils retournent dans leur classe avec leurs camarades, ils sont rassurés, ils sont confiants, ils se permettent d'être plus acteurs, de participer, et du coup, ils sont moins angoissés, et les élèves du dispositif en général, s'ils sont très angoissés, ça se traduit soit par un repli, quelqu'un en a parlé dans le microphone tout à l'heure, un silence, ils sont effacés, ils ne participent plus, soit au contraire une agitation qui est contre-productive, qui leur permet plus d'être attentif, d'être présent, voire l'agressivité. Donc voilà, c'est ce bagage avec lequel ils arrivent en classe, même s'ils reprennent la notion de début, eux ils sont confiants et ils participent, ils sont libres de montrer leur connaissance, d'être autonomes. C'est un premier point sur ce que peut apporter le risque comme dispositif émancipateur. Un deuxième point, ce serait qu'on travaille beaucoup sur des scénarios. Ça peut être dans des séances de littérature, ça peut être aussi dans des exercices pratiques, mais en tout cas, on revient souvent sur. Ça peut être aussi par rapport à des conflits qui se sont passés ou des crises dans la journée. On essaie de revenir sur comment on aurait pu réagir, comment les choses auraient pu se passer différemment. On propose des scénarios, on les joue. Là, ce qui est important, à mon avis, c'est bien d'expliciter par contre le lien, par exemple ici en séance de littérature, entre la fiction qu'on a pu lire et ce qu'eux vont pouvoir vivre en réalité, que ce soit très clair dans leur tête, parce que c'est ça qu'on travaille, l'objectif c'est que eux, face à cette situation, ils aient un choix possible de réaction et qu'ils choisissent laquelle ils choisissent. C'est toujours la même chose, l'objectif c'est vraiment que les élèves de 10 apprennent à appliquer des compétences hors du cadre du dispositif. Enfin, troisième point peut-être, c'est d'apprendre à utiliser des outils d'aide. Les élèves qui ont des handicaps, des troubles, des fonctions cognitives, on commence généralement par faire le pari de la remédiation. Et puis si vraiment ça ne suffit pas de la compensation, s'ils savent quel outil utiliser, s'ils sont bien conscients de leurs difficultés, de leurs troubles, et que cette mallette d'outils ils l'ont à disposition, de retour dans leur classe avec les élèves de référence et leurs enseignants, ils sont libres d'utiliser l'outil ou de ne pas l'utiliser. Et d'être encore une fois autonomes dans leur apprentissage, dans leur relation au savoir et d'être vraiment acteurs de leur cours. Alors je reviens dans le dernier
je vois juste voilà, ces temps d'inclusion qui progressent au fur et à mesure de l'année. Donc j'espère avec un bien-être grandissant et qui serait plutôt un critère positif dans cette émancipation. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Souvien, peut-être, professeur des écoles en SECPA à la Courneuve. Votre pratique, votre regard sur cette question. Quand on a posé la question de l'émancipation des élèves de SECPA, c'est un vaste sujet qui posait un autre problème. L'émancipation paraissait être un objectif final à atteindre, qui nécessitait des prérequis qui est vraiment, dans le cadre de la SECPA, un besoin de bien-être, d'un espace de bien-être, un espace sécure, qui permet de se réassurer les élèves dans leur apprentissage et dans leurs apprentissages et dans leurs besoins sociaux. Les conditions des élèves de SECPA, elles sont souvent celles de l'image dégradée, une peur de l'échec, une peur de prendre le risque d'apprendre. Ce sont des élèves qui sont amenés à vivre ensemble pendant 4 ans, qui doivent donc trouver leur place au sein de la classe, mais aussi en tant que collégiens, dans le collège unique. Cette place, elle est variable, puisque parfois, géographiquement, elle est détachée même de l'établissement en tant que tel, ce qui rend les choses parfois complexes. Donc, il y a des conditions qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc, en tant que collégiens, ils doivent trouver leur place en évitant justement, en se confrontant parfois à la stigmatisation, dans ce qu'ils doivent aussi trouver leur place en tant qu'adolescents. Donc, pour moi, le prérequis d'un espace de bien-être, d'un espace de sécurisation, dans le cadre d'apprentissage, me paraît essentiel, et cela passe essentiellement par 2 types de compétences qui sont le développement de nos intellectuels, mais aussi de compétences sociales. Dans le champ des compétences en ce qui concerne l'autonomie intellectuelle, ce qui paraît essentiel dans un premier temps, moi en tant que professeur référent en classe de 6e SECPA, c'est de faire en sorte de remédier à leurs difficultés en termes de compétences fondamentales, notamment dans les domaines du français et des mathématiques. Pareil, essentiel aussi, quand on est professeur de SECPA, c'est de comprendre qu'on doit suivre les thématiques de la plupart des disciplines du collège en les adaptant. C'est aussi leur offrir la possibilité de se construire comme type comme un élève qui banal. Pour cela, les élèves de SECPA qui ont besoin de réassurance ont besoin de rituels dans les apprentissages, ce qui fait que moi, en tant que professeur des écoles spécialisées, la plupart du temps, les professeurs des écoles ont des élèves 10 à 15 heures par semaine, ce qui permet tout simplement une prise en charge plus approfondie. Le travail de professeur d'école spécialisé, c'est aussi évaluer les besoins éducatifs particuliers de chaque élève, c'est-à-dire dans le champ environnemental, disciplinaire, transversal et relationnel. Dans quel but? Dans le but de tout simplement créer des groupes de besoins en 6e, 5e, de français, des étudiants à portée d'élèves affinés pour les réunions éducatives ou les réunions de suivi de scolarisation qui vont permettre l'émancipation des élèves dans le champ social, psychologique, biologique, hors de la classe. Connaître les besoins éducatifs particuliers des élèves, c'est aussi avoir la garantie d'effectuer un travail d'apprentissage qui se situe dans la zone d'apprentissage qui leur convient le mieux. C'est aussi développer un projet personnalisé, leur permettre un accompagnement méthodologique, aussi bien individualisé du professeur référent, mais aussi du directeur chargé de la SECPA, qui a un rôle très prépondérant justement dans cette prise en charge globale. Le parcours à venir a aussi tout son sens quand on est en SECPA. La SECPA, c'est la section d'enseignement général et professionnel adapté, et bien des professionnels dedans. Donc on est dans une forme de professionnalisation à partir de
la mise en œuvre de projets interclasses qui permettent l'inclusion, et puis bien sûr la mise en valeur de ce projet avec des classes extraordinaires. Bien sûr, l'ouverture culturelle, l'ouverture culturelle va passer par le projet pédagogique. Je pense au projet presse, au projet qui est effectué autour de l'élection des délégués. Et puis, quand on est professeur des écoles, on a plusieurs matières à effectuer auprès des élèves de CETA, on peut favoriser la transversalité des matières des disciplines. Et puis finaliser tout ça avec des expériences un peu plus immersives à travers des voyages scolaires, des mini-stages, et puis la découverte des milieux culturels, économiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Madame Rezaï Mazinazi, alors vous êtes... Ah, ok, je suis corrigée au quotidien. Malgré les relectures nombreuses, multiples ensuite. Non, vous avez raison, c'est important. Donc vous avez un contexte professionnel très différent, puisque vous êtes en lycée, donc avec des étudiants, et en philosophie et HLP. Est-ce que les éléments qui ont été apportés par vos collègues résonnent, et est-ce que vous allez pouvoir compléter un petit peu cette approche sur la question de l'émancipation? Bien sûr, on donnera la parole à Sidonie et Muriel. Oui, ça marche. Oui, je crois que dans tous les cas, qu'on soit à l'école ou au lycée, il s'agit de considérer l'école comme un lieu d'émancipation à la fois des pratiques scolaires et des sujets des personnes. Du premier point de vue, l'émancipation peut être définie comme une posture à la fois réflexive et créatrice. Il s'agit de transmettre les savoirs tout en évitant la routine qui les vide de leur sens. Il s'agit donc de faire vivre les programmes, veiller à ce que les objets transmis fassent sens, renouveler les approches en tenant compte des résonances dans le monde présent et varier les modalités d'apprentissage, autoriser des écrits créatifs, des formes libres. J'aime de façon générale à proposer à mes élèves un cadre très exigeant tout en leur permettant de comprendre qu'il n'est pas arbitraire dans la mesure où il est structurant pour leur pensée. Dès lors, le cadre peut devenir un espace sécurisant dans lequel il devient possible de prendre le risque d'une pensée à la fois informée et personnelle, une pensée libre en somme, ce qui est attendu de nos élèves en philosophie. Concernant le second aspect, émanciper l'élève, c'est à mes yeux le tenir pour une personne. Tout d'abord, le lieu d'émancipation pour nous, c'est le lycée. Et il me semble que dans notre établissement, la vie scolaire fournit un travail assez remarquable, même si dans le vocabulaire, il s'agit plutôt du bien-être de l'élève, de la citoyenneté, de ses pratiques artistiques. Le lycée est vraiment un lieu de vie pour les élèves où ils peuvent se sentir à leur place, développer les projets qui leur tiennent à cœur, être accompagnés dans leurs besoins, et il y a, je crois, dans l'établissement une convergence ici des différents personnels. En classe, tenir l'élève comme une personne passe par une disponibilité et une qualité d'écoute. Accueillir la parole de l'élève, ce n'est pas seulement lui permettre de s'exprimer, mais il s'agit d'intégrer véritablement cette expression dans un dialogue pour en faire l'objet commun de la réflexion constitutive des savoirs transmis. Plus généralement, il me semble que je considère les élèves comme de jeunes personnes en devenir, indépendamment de ce qu'ils font dans la matière et de leurs résultats. L'important, l'essentiel est qu'ils deviennent ce qu'ils souhaitent être, et le professeur est une sorte de passeur qui, à un moment donné de sa vie, apprend à l'élève à connaître ce qui l'anime, à faire l'expérience de dont il ne se sentait peut-être pas capable. Un passeur qui lui accorde pleinement le droit à l'erreur, le droit aussi de ne pas aimer ce qu'on lui enseigne, ce qui n'empêche pas d'en tirer le meilleur parti. Merci beaucoup, votre regard. On va faire converger tout ça. Alors, on va aller du côté des élèves à qui on travaille au quotidien, et c'est important aussi de les entendre. Alors, vous êtes toutes les deux donc, en première HLP. Vous allez nous dire un petit peu si l'école vous libère, vous, de quelque chose. Et puis peut-être juste avant, parce qu'on a des enseignants du premier degré, des enseignants de collège, un petit mot sur HLP.
Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on y apprend? Et puis après, vous nous parlez d'émancipation. Alors, HAP, c'est Humanité, Littérature et Philosophie. C'est deux matières différentes, la littérature d'un côté et la philosophie de l'autre. En première, on a 2 heures de chaque, et en terminale, on a 3 heures chacune. Et c'est un programme qui est commun et qui est vu sous 2 aspects, le plan littéraire et le plan philosophique. Alors, pour moi, l'école, elle nous libère de nos peurs, afin de mieux nous émanciper en tant qu'individus. Mais en réalité, elle ne nous apprend pas forcément à être totalement libres. J'aimerais d'abord parler de la confiance en soi. Elle est difficile à obtenir à la période de l'adolescence et le passage vers l'âge adulte. Pourtant, nous savons tous qu'elle est nécessaire pour ne pas avoir peur du jugement des autres et affirmer ses propres choix et agir sur la société. C'est un facteur clé dans notre émancipation personnelle et nous permet de nous émanciper en tant qu'élèves et individus. Pourtant, dans le cadre scolaire, elle nous restreint dans notre capacité à avoir cette confiance en nous-mêmes. Pourquoi? Eh bien, premièrement, dans le cadre de la prise de parole. Prendre la parole en classe pour participer est essentiel, et également lorsqu'on passe à l'oral de la classe tout au long de l'année. Pour les plus timides d'entre nous, c'est extrêmement difficile, surtout dans le cadre de la nouvelle réforme et des spécialités. Les classes sont très mélangées et les élèves se connaissent beaucoup moins. Et cela peut parfois être un atout dans le cas d'un groupe qui ne fonctionne pas et qui ne travaille pas, et ainsi permettre aux élèves de changer de cadre de travail dans un cadre plus sain dans vos classes. Pourtant, quand comme moi vous avez 7 classes différentes et que vous voyez près de 80 élèves dans vos classes, c'est impossible de connaître tout le monde et d'être à l'aise. On commence seulement à se connaître au mois de février et mars, et pourtant on nous demande de faire des oraux dès le premier trimestre et de parler à l'oral et de participer tout au long de l'année. C'est pour ça que certains d'entre nous, certains élèves, décident de ne plus participer car ils ne sont pas suffisamment à l'aise et ils ne sont pas suffisamment sereins pour prendre la parole. Le problème, c'est que participer facilite grandement notre apprentissage et notre capacité à nous exprimer et formuler notre pensée clairement, tout en étant compris par nos professeurs et nos camarades. Alors, frier cette confiance personnelle qui se crée au collège comme au lycée, c'est pour moi dramatique, et c'est surtout que cette confiance nous permet de nous affirmer, d'être nous-mêmes dans une société qui nous ferme beaucoup de portes et dans laquelle il est difficile d'être soi-même. Voilà, Bianca, si tu peux compléter. Pour préciser, la question a été travaillée avec leur enseignante et avec leurs camarades. Bianca, on t'écoute. Alors, ce qui me concerne, lorsque vous me posez cette question, aucune réponse ne me vient à l'esprit. Il me faudrait un temps de réflexion afin de trouver une réponse. Alors que si vous me posiez la question inverse, les arguments me viendraient de manière spontanée. Nous savons tous que les réponses à cette question dépendent de chaque individu. Néanmoins, tous les élèves avec qui nous avons pu échanger partagent globalement le même avis, nous avons le même idée. Pour nous, en tant qu'élèves, il y a l'impossibilité à nous libérer, puisque l'école est pour nous une source d'angoisse et de peur sur certains aspects. Par exemple, l'aspect de l'avenir. Et la troisième, on nous demande déjà de faire un choix, de savoir si on va aller en haut ou en général, ce qui va déjà définir quel métier on va avoir plus tard. En première, on a des choix d'esprit qui sont parfois faits par rapport aux notes et non par nos choix de ce qui nous plaît réellement et ce qu'on veut devenir plus tard. Le fait de demander très jeune, aujourd'hui, quand on demande à un élève ce qu'il veut faire, la plupart du temps, il nous dit je ne sais pas. Et pourtant, on doit quand même faire des choix qui vont affecter notre avenir, puisque certaines Parcoursup ou des écoles supérieures nous demandent d'avoir des spécialités requises. Mais si nous n'avons pas choisi, on est obligé par exemple de redoubler ou alors de faire un autre choix d'avenir. Donc c'est une charge mentale aussi pour nous. Et le temps pour qu'on fait ça à l'école est aussi une contrainte, puisqu'elle nous empêche vraiment de voir notre famille. On passe notre journée à l'école, quand on rentre, on doit travailler et ne pas passer du temps avec notre famille. Pareil pour le week-end, puisque le week-end, certains parents travaillent le samedi, ou même s'ils sont là, nous, on doit travailler, et ça empêche aussi du coup le lien avec des amis, comme on a pu voir dans l'immersion sonore. De plus, on a aussi des activités extrascolaires, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça arrive quand même pour la plupart. Donc c'est aussi
terme de routine et ça nous permet un manque de repos. Donc on a demande de concentration en cours parce qu'on est fatigué, on est un peu plus, on a juste envie d'être en vacances. On a moins de vie sociale et extérieure. Néanmoins, l'école nous permet d'avoir une liberté du savoir, de voir quel domaine nous plaît le plus pour choisir après quelle voie on va plus se diriger. Mais pour parvenir à ce résultat, il faut d'abord passer par toutes ces angoisses. Merci beaucoup. Voilà qui va nourrir la réflexion de la journée. Et Madame Pirka, donc petit travail de synthèse, de réflexion, de prise de hauteur. Ce qui vous semble important à partager à partir des 3 témoignages d'enseignants et de ces beaux propos de nos 2 élèves. Merci encore beaucoup à elle. Merci à vous. Je trouve que c'est vraiment très riche et une notation de Bianca qui consiste à s'appuyer sur un anti-problème est assez significative de cette difficulté à penser l'émancipation à l'école. Il me semble qu'on revient sur plusieurs couples d'antagonistes. Il y a bien sûr cette dialectique liberté-contrainte qu'on a entendue dans les propos de Mme Zali notamment. L'école est un cadre à l'intérieur duquel il s'agit de sécuriser les élèves dans leurs apprentissages. Et puis on a aussi cette dialectique de empêchement-autorisation que je trouve particulièrement intéressante, comme si innover, c'est lutter, innover pour l'émanciper, c'est lutter contre tous les empêchements aux apprentissages, dont vous avez notamment parlé Madame Joyeux. Et le dernier couple de termes, ce serait émancipation-assignation, dont notamment Bianca a parlé avec la question de l'orientation qui est parfois vécue comme une injonction, comme une forme d'assignation à choisir peut-être trop vite, trop tôt. En tout cas, il est évident, les témoignages des lycéens en ce moment sont très convergents sur la question de la pression immense que fait peser sur eux le cumul du contrôle continu du bac et Parcoursup. Et je pense qu'il y a là une invitation pour nous tous à trouver des leviers pour alléger cette pression-là. Je reviens un petit peu dans l'ordre des interventions, au-delà de ces 3 couples de termes. Je trouve que ce que nous dit Madame Joyeux résonne particulièrement avec les propos de Serge Volmar, qui a écrit notamment, vous connaissez sans doute, Ces enfants empêchés de penser. Et effectivement, innover à l'école, c'est, je reviens sur la métaphore des fenêtres, c'est trouver des fenêtres qui vont chacune lever un empêchement de penser. Or, ils sont multiples. Alors quand Volmar parle de ces enfants empêchés de penser, on voit bien que c'est une approche psychopédagogue qu'il est. Il parle notamment justement du refus de ces retours perpétuels vers des apprentissages qui n'ont pas fonctionné. Il utilise aussi une métaphore, la métaphore de l'essence. Il dit ça sert à rien de remettre sans cesse de l'essence dans une voiture, parce que dans une voiture qui est en panne, en fait, il faut trouver une autre manière pour la faire redémarrer, pour lui faire raccrocher les wagons. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant ce que dit Madame Joyeux sur le choix qu'elle laisse aux élèves entre ce qui est de l'ordre de l'évidence, qu'il faut revenir sur pour que les élèves intègrent les notions qui sont à l'état de lacune pour l'instant. Et finalement, c'est l'évidence, mais très vite au fil de l'année, ce que nous dit Madame Joyeux, c'est que les élèves prennent conscience que ce qui les sert davantage, c'est d'anticiper pour qu'au moment où en classe ordinaire, les élèves de l'ULIS qui sont évoqués par elle s'autorisent à entrer dans les apprentissages. Donc finalement, il y a vraiment cette question de s'autoriser à, qui va être facilitée par une forme de confiance qu'on va leur donner dans cette anticipation d'éventuels empêchements. Dans les empêchements de penser, il y a d'autres choses qui sont de l'ordre
capacité cognitive à s'engager dans les apprentissages, mais qui est plutôt de l'ordre de l'affectif. En ce moment, il est énormément question, et c'est heureux, je crois, de lutte contre le harcèlement scolaire. On est bien là aussi dans un empêchement de s'épanouir à l'école. On voit bien que tourne autour de tout cela dans les enjeux de bien-être. Quand on est bien à l'école, quand on ne peut pas s'autoriser à entrer dans les apprentissages, on est là aussi empêché. Et on revient encore à cette question des liens qui libèrent. L'une des choses les plus prometteuses de phare, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école, commence à émerger autour dans le dispositif qu'on appelle les ambassadeurs. Je ne sais pas si vous êtes au fait, en fait, dans le dispositif phare, il y a bien sûr la prise en charge des situations d'intimidation, comme c'est le vocable utilisé par la méthode de préoccupation partagée, qui est d'ailleurs un très beau terme en plus d'être une méthode. Cette question de la préoccupation partagée, des liens en fait entre tous les acteurs constants d'un établissement est très important. Bref, je reviens aux ambassadeurs. Les ambassadeurs, ce sont des élèves qui sont formés et missionnés pour s'intéresser aux autres, en quelque sorte, pour être des relais, pour éventuellement être proactifs quand ils voient que des élèves semblent s'isoler, ne pas aller bien, etc. Et on voit bien que, certes, c'est extrêmement intéressant dans ce dispositif-là, mais en fait, tout ça a davantage de sens encore quand ça se déploie dans le quotidien des cours, quand c'est bien là, quand cette préoccupation partagée se construit dans le type de pédagogie qu'on propose aux élèves. Si je reviens sur les propos de M. Seguin, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que M. Seguin établit un lien entre les fondamentaux et la question de l'émancipation. Or là aussi, si on suit un petit peu ses premières différentes évidences, on va penser plus facilement à la question de l'émancipation à l'école, les fenêtres que l'on ouvre dans des projets culturels qui constituent de fait très souvent des fenêtres merveilleuses pour les élèves. Ceci dit, on ne peut pas penser qu'on va toujours réenchanter l'école grâce à des projets qui auraient un caractère un petit peu extraordinaire. Dans le quotidien des apprentissages, dans l'apprentissage des fondamentaux, il y a bien des pistes d'émancipation très, très importantes. Si je pense à la maîtrise de la langue, il est évident qu'un élève qui se trouve empêché d'une manière ou d'une autre de s'exprimer, de dire qui il est grâce à une maîtrise de la langue suffisante, alors ça ne peut... Je me permets une anecdote très personnelle à ce sujet. Je parle à peu près anglais, à peu près. Mais si j'essaie de vous parler anglais maintenant, ce serait terrible pour moi et une vraie source de souffrance parce que quand j'utilise une langue que je ne maîtrise pas bien, j'ai l'impression de transmettre le message que je veux transmettre à peu près. Par contre, je ne dis pas qui je suis en employant cette langue à laquelle mon expérience ne s'est jamais développée, etc. Parler, c'est toujours dire ce que l'on veut dire et dire aussi un peu qui l'on est. Et pour les élèves, il me semble que la question de la maîtrise de la langue a ceci d'important également pour la question de la réussite, qu'elle devienne le vecteur pour pouvoir dire qui ils sont. Et pour cela, il y a vraiment des choses qui sont à travailler du côté de l'innovation pédagogique en lien avec les langues des familles. Je parle bien sûr du cas où les langues des familles ne seraient pas la langue française, mais aussi des cas où la langue des familles est bien un usage du français qui n'est peut-être pas l'usage normé qui accourt à l'école. Et dans ce cas-là, il y a bien des pistes à exploiter pour que former les élèves à être capables d'utiliser la langue normée de l'école ne consiste pas à disqualifier la langue de la maison. Excusez-moi, c'est pas forcément très clair ce que je dis, mais il ne s'agit en aucun cas de renoncer à former tous les élèves à accéder à cette langue normée dont, vous le savez, elle est un obstacle très fort contre la stigmatisation sociale, contre l'assimilation. Et en même temps, il s'agit de tenir auprès des élèves, de manière explicite, ça c'est la langue normée de l'école,
allons vers le commun de l'éducation nationale, il est acceptable de respecter un cadre qui est fixé. Néanmoins, si ce cadre en vient à dévitaliser ce que les sociologues du travail appellent le travail vivant, il y a là un risque majeur et pour le sentiment de liberté et de plaisir à enseigner les enseignants, mais aussi pour l'émancipation qui va pouvoir être celle de leurs élèves. Je pense que là aussi, à travers cette question des liens identitaires, quelque chose qui apparaît comme une injonction aujourd'hui, je pense en particulier au collège, l'injonction de travailler ensemble, il y a vraiment un très gros enjeu à ce qu'on s'empare de cette injonction au lien comme quelque chose qui va pouvoir libérer les pratiques. C'est quelque chose qui est très étayé par la recherche, hein, que l'harmonisation, l'harmonie au sein d'un collectif apprenant, d'un collectif enseignant, va avoir une efficacité réelle sur les apprentissages des élèves. Donc, même si cela arrive aujourd'hui par le biais d'une forme de contrainte, on ne va pas se mentir, il y a là quelque chose, je crois, dont il s'agit de se réemparer pour faire une source non pas d'assignation pédagogique, d'obligation, etc., mais une source de nouvelles formes d'émancipation. Sur ce que disait Sidonie, il me semble que Sidonie vient pas d'ailleurs de part de la question de la confiance. Sidonie évoquait la difficulté qu'il y a à se sentir autorisé à prendre la parole au milieu de pairs que l'on ne connaît pas encore bien. Et c'est vrai que ça nous invite, cette question qui est liée au changement de groupe par la spécialité au lycée. On voit bien que cette question va rentrer au collège également, puisque Madame la ministre a réaffirmé qu'elle tenait beaucoup à ce qu'on n'entre pas dans une logique de groupe de niveau, et pour cela, pour être dans une logique de groupe de besoins au collège, eh bien, il va s'agir que les groupes soient, comme on le dit, flexibles. Et vous voyez bien là la difficulté qui se fait jour et qui va être commune à celle qu'évoquait Sidonie. Comment se sentir en confiance dans un lien pédagogique émancipateur et dans un lien avec les autres qui permet de se sentir en confiance. C'est là un défi vraiment très important qu'il s'agit de penser ensemble. J'espère que la journée nous apportera des pistes pour réfléchir à ces défis, parce qu'on voit bien que cette question de la confiance, cette question de la capacité que l'on va donner aux élèves à s'autoriser, à apprendre, à lever tous les empêchements, est essentiel en fait pour accrocher notamment les plus fragiles. Merci beaucoup. Alors, deuxième partie, par rapport à cette question de l'émancipation, on se demandait aussi si on peut faire finalement de la diversité de nos élèves, mais aussi de leur vie d'adolescence. On en parlait à une autre occasion avec M. Grégoire Bortz, qui est directeur de l'APSID, et qui disait qu'aujourd'hui on a une société qui porte un regard quelquefois très dur sur la jeunesse et sur les adolescents, dont on dit beaucoup de choses, mais c'est aussi une forte potentialité, c'est ce qu'il expliquait. Voilà, Sybelle, elle a le livre, c'est pas moi, c'est mon cerveau, voilà, qui explique bien ce qui se joue pour les adolescents à cette époque-là. Et il disait aussi que c'était important de penser la potentialité de ce sentiment quelquefois d'injustice qu'ils ont, de cette forte sensibilité au monde, parce que ça peut être des leviers intéressants. Et donc on se demandait, dans vos trois pratiques professionnelles, si justement cette diversité ou cette vie adolescence pouvait permettre aussi de travailler, d'une certaine façon, la question de l'émancipation. On reprend le même ordre que tout à l'heure. Madame Joyeux, en quelques mots sur cette question. Alors, moi, je suis plus partie sur la différence qui est liée à la spécificité des élèves de police, et donc plus sur le champ du handicap que sur le champ de l'adolescence. Mais pour revenir sur les liens d'hiver, je me suis posé la question de ce que ça a apporté aux élèves qui reçoivent les adultes dans la troisième enfance. Et peut-être un autre aspect, c'est le fait des citoyens qui vont venir, et donc de leur capacité à accepter l'autre, à comprendre les différences.
à mon avis, des valeurs comme essentielles. Pour donner un exemple concret, en début d'année, on essaie de construire avec les élèves du dispositif un moment où on va dans les classes de référence, les classes ordinaires, qui accueillent ou non d'ailleurs les élèves du dispositif, pour présenter ce que c'est que le LIS, pourquoi les élèves sont en LIS. Donc mes élèves expliquent quels sont leurs troubles, de quoi ils ont besoin, pourquoi ils ont besoin de ce petit groupe, de ce temps différent. Et on explique, moi j'en profite pour expliquer ce que sont les fonctions cognitives, suivant le niveau de conceptualisation des cas, bien sûr, pas la même chose du CP que du CM2. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est des retours des élèves qui me disent « Oh, mais ils doivent être fatigués à la fin de la journée et faire des tours d'efforts. » Et du coup, on arrive à leur faire admettre que des fois, quand il y a des crises, quand ça ne va plus, quand l'enfant a besoin de retourner en classe parce qu'il ne peut plus supporter le bruit, supporter les autres, supporter son travail, je pense que ça leur permet d'avoir cette ouverture et cette empathie, en fait, de comprendre, voilà, et là on a l'empêchement tout à l'heure, mais c'est ça, c'est trop. C'est trop, mais en même temps, quel effort il a fait avant, quelle capacité il a, peut-être que je sais pas, de prendre sur moi. Donc ça fait partie, je pense, de ce qui peut permettre aussi une émancipation, cette ouverture à l'autre, cette capacité de se mettre à la place de l'autre et de comprendre l'autre. Voilà, je reprends un peu ce biais de soutien. Merci beaucoup. Monsieur Seguin. Ça résonne avec ce que vient de dire la collègue. En fait, quand on est dans un collège unique, c'est toujours le risque de stigmatisation, de trouver sa place. Ennui sont des champs du handicap. Quand on n'en sait pas, nous ne sommes pas dans le champ du handicap, nous sommes face à des élèves en difficulté durable et persistante, mais qui ne relèvent pas du champ du handicap, même si malheureusement leur image est souvent dégradée par les médias, par cinéma. Donc la grande difficulté, c'est toujours trouver à la fois être elle de ses classes, trouver sa place dans cet espace qui va durer 4 ans dans la même classe, tout en trouvant sa place dans un autre espace qui est celui écologique. Voilà. Merci. Alors, peut-être une forme d'idéal attaché. Oui, alors c'est le travail que j'ai mené auprès de ma classe de première HFP qui m'a fait choisir cette question aussi dans l'émancipation avec la forme d'idéal attaché que m'avait proposé la capitaine. Et donc l'analyse que je propose se fonde sur l'attention aux remarques des élèves de la classe. L'école vise à émanciper les élèves qu'elle accueille. Et dans cette configuration, l'école apparaît comme l'instrument d'une émancipation qui doit advenir par l'école davantage qu'elle n'a lieu à l'école. Pourtant, si l'école n'est pas le lieu de l'expérience d'une émancipation pour l'élève, peut-elle être émancipatrice? Il semble insuffisant de viser l'émancipation des futurs citoyens dans la transmission des savoirs. Enfin, encore faut-il qu'en lui-même, l'apprentissage soit vécu, non comme une contrainte imposée, mais comme une expérience libératrice. Dès lors, l'émancipation ne serait pas l'idéal de l'école, toujours situé à l'horizon, au bout du couloir, mais plutôt une dynamique, un mouvement de libération progressive permis par l'espace sécurisé qu'elle garantit, où tous sont à égalité, où les données de rencontrer le savoir dans le respect et la bienveillance. Cette remarque appelle à interroger les présupposés de l'émancipation. Si le savoir transmis ne suffit pas à produire l'émancipation des élèves, c'est que l'enjeu n'est peut-être pas simplement de les libérer de l'ignorance. De quoi émanciper, ou dit autrement, que libérer? Il peut advenir que l'émancipation visée par l'éducateur soit vécue par l'élève qui en est la cible, comme un arrachement à une culture première à laquelle on prétendrait substituer une culture jugée plus universelle. Quelle que soit l'efficacité du résultat, une telle pédagogie par la violence qu'elle impose à l'élève conduit
nécessairement aux antipodes de l'émancipation recherchée. Dès lors, émanciper consiste peut-être moins à ouvrir l'accès au savoir objectif qu'à libérer la faculté à penser par soi-même de l'élève afin de rendre disponible une appropriation personnelle du savoir. L'élève se conçoit alors comme le sujet de l'apprentissage. Ce qu'il apprend n'est pas ce qu'on lui enseigne, mais ce qu'il fait chaque fois de ce qu'on lui enseigne. Un tel effort exige une confiance en soi, permise par la confiance de l'école envers l'élève. Dans les réflexions de mes élèves s'exprime une tension constante entre d'un côté la libération de l'ignorance, le plaisir d'apprendre qu'offre l'école, et d'un autre côté un quotidien sous pression, la soumission au stress, au jugement d'autrui, à la contrainte. Une remarque m'a particulièrement interpellée dans la questionnaire: l'école ne nous fait pas confiance. Ne se situe-t-on pas là au cœur de la contradiction qui empêche l'émancipation de se vivre à l'école? Il est très différent d'attendre de l'élève qu'il recrache le savoir ou qu'il en fasse quelque chose de personnel. Comment dès lors transmettre le savoir, c'est-à-dire le confier à quelqu'un pour qui il sera précieux, qui aura le désir de l'entretenir et de le faire vivre? Transmettre le savoir implique un lien de confiance reposant sur l'écoute de la voix de l'élève, médiation par laquelle il fait du savoir un lien qui lui soit propre. Quoi qu'on en pense, l'expression de sa propre voix n'est jamais immédiate. D'abord parce que toute expression emprunte au mot de la langue à un langage commun que chacun doit apprendre à soumettre à ses propres intentions signifiantes. Ensuite, parce que l'expression de soi n'existe dans une relation aux autres qui l'écoutent et la reconnaissent. Accompagner l'élève, cela pourrait vouloir dire accompagner le processus d'émancipation de sa faculté de penser dans la constitution d'une voix qui lui soit propre, c'est-à-dire d'un rapport personnel au savoir transmis. La transmission du savoir n'est alors jamais loin d'un acte de création. Le philosophe Cabel, citant Emerson dans La confiance en soi, montre combien il est difficile de formuler notre propre position. Voilà les voix que nous entendons dans la solitude, mais elles s'affaiblissent jusqu'à devenir inaudibles à mesure que nous entrons dans le monde. Ainsi, trouvez le langage qui vous permettra de devenir ce que vous êtes avant d'être nommé par le monde, pour reprendre les mots de Cabel, pourrait désigner non pas un idéal, mais la tâche que l'école doit permettre à l'élève de mener à bien. Clarifier ce que nous, éducateurs, faisons à l'école est alors le préalable afin que chaque élève gagne sa propre émancipation. Merci beaucoup. Hélène, quelques réactions pour clôturer cette table ronde et rebondir sur ces derniers propos, puis on laissera le mot de la fin à Sidonie et Bianca. Pas de stress. Juste, si vous avez quelque chose à partager à tous les enseignants que vous avez en face de vous, comme ça je vous laisse le penser pendant que Madame Kirka fait son intervention. D'accord? Profitez-en, il y a des micros, ou les autres élèves, tout à fait. Si vous avez un message à faire passer à vous, tout est enregistré. C'est le moment où jamais. Merci. Par rapport à ce qu'on a discuté, Mme Joliot et M. Seguin, quelques remarques en fait, sur cette question du regard porté sur les élèves, dont vous savez, quelle que soit l'échelle considérée, les élèves ont toujours conscience. Il y a comme une forme d'intégration du stigmate. Je pense notamment à l'échelle territoriale. C'est vrai dans une académie dans laquelle j'ai travaillé, qui est l'académie Guyane, où c'était très frappant de voir que les élèves disaient explicitement qu'ils étaient dans une académie peu performante, que c'est d'ailleurs si jamais ils devaient déménager dans l'Hexagone, ce serait terrible pour eux parce que le niveau est tellement différent qu'ils n'y arriveraient jamais, que le territoire, bref, une vision du territoire dégradé, qui je crois a quelques points communs avec une forme de stigmatisation du territoire académique de Créteil. Le précédent, le recteur Auvergnat disait souvent, quand il parlait de son académie, il disait je suis le recteur de la plus belle académie du monde. Il le disait aussi pour justement renverser, il le disait un peu en plaisantant, mais aussi pour renverser le stigmate avec cette idée que la question de l'image, y compris du territoire, est essentielle pour y compris pour les élèves. À l'échelle des élèves, évidemment, c'est extrêmement important. Vous savez, c'est vraiment quelque chose là aussi que la recherche a
plutôt bien étayé, que cet effet Pygmalion, plus on croit dans la capacité d'un élève à réussir, et plus on l'emmène loin. C'est quelque chose qui d'ailleurs est un peu lié à l'effet professeur, bien sûr. C'est-à-dire qu'un élève qui a bien confiance avec un professeur qui croit en lui va beaucoup progresser, et puis ça peut malheureusement se tasser de nouveau quand il a affaire à un professeur qui va être dans une dynamique différente. Mais plus cette confiance en l'élève lui est communiquée tôt, et plus cela a des effets durables. Donc plus les professeurs des élèves très jeunes croient en la capacité de tous à réussir, plus ça installe des bases vraiment solides pour s'engager dans les apprentissages. Vous connaissez peut-être une des recherches assez célèbres, parce qu'elle est un petit peu folklorique, c'est la recherche qui est partie en fait de l'observation, c'est en pas très politiquement correct, mais c'est partie de l'observation de rats de laboratoire. Et en fait, je la trouve quand même intéressante, même s'il ne s'agit surtout pas de prendre nos élèves comme des rats de laboratoire. Peut-être que d'ailleurs, il ne faudrait pas prendre des rats de laboratoire comme des rats de laboratoire. En fait, un chercheur s'est rendu compte, il avait menti à ses petits problèmes moraux aussi dans cette. Il avait menti à ses doctorants en lui présentant un groupe de rats éduqués et un groupe de rats comme un groupe de rats lambda. Et il s'agissait de comparer les performances entre le groupe de rats très éduqués et le groupe de rats lambda, alors que c'était faux, c'était tous les mêmes rats. Et les rats éduqués avaient des résultats bien supérieurs. Il s'est intéressé sur comment ça a pu se produire. Et en fait, comme tout était filmé dans le laboratoire, il s'est aperçu d'une part que la manipulation des rats supérieurs, parce qu'éduqués, se faisait d'une manière beaucoup plus douce. Les étudiants avaient beaucoup plus d'égards avec les rats dits éduqués. Et l'autre chose, c'est que quand le rat éduqué partait du mauvais côté dans le parcours, on lui faisait le crédit qu'on avait mal posé. Donc en fait, on lui donnait une deuxième chance pour partir du bon côté. Bref, j'arrête là cette comparaison, sauf que les chercheurs ont dit que ça a été le point de départ de l'idée d'une méthodologie pour essayer d'étayer le fameux effet Pygmalion dans les apprentissages. Et c'est une recherche américaine qui, alors j'espère ne pas prendre trop d'imprécisions, en substance, il s'agit de transmettre à des professeurs de faux tests autour des capacités intellectuelles des élèves, avec un groupe de quelques élèves de la classe qui étaient estampillés comme à très haut potentiel. Et il s'avérait que, alors que c'était fou, donc c'était complètement aléatoire. Et ces élèves-là, en fait, avaient davantage et significativement plus progressé que les autres. Et là encore, il s'agissait de se dire voilà, que plus on se dit que l'élève a des capacités, plus on l'amène loin. Et cet effet, finalement, comme je disais, est plus fort en fait quand plus durable et moins lié avec les professeurs quand ça arrive tôt dans la scolarité des élèves. Et puis, ce que je veux aussi revenir sur cette idée d'autoriser une grande hauteur des apprentissages. J'avais l'idée de citer un auteur que j'ai souvent cité en formation auprès de formateurs de Guyane et de Mayotte autour du lien parfois difficile, qui n'est pas toujours un lien heureux des élèves à la langue française dans ces contextes singuliers, différents de ceux d'ici. Mais c'est un poème que je trouve intéressant pour ce que ça dit de l'école. C'est un poème d'Eddie Stephenson, extrait d'un recueil qui s'appelle Catacombe du soleil. Eddie Stephenson parle de son engagement politique en disant « Ce n'est pas que je dis je le sens, mais je n'aime pas qu'on m'édicte, me décrète, m'enseigne, m'assimile, m'instruise, me détruise, m'infantilise, me gave et m'affame. » Ici, on voit bien que, après le « je n'aime pas », qui exprime la posture de refus, le sujet disparaît complètement. Et je trouve que pour nous, il s'agit vraiment de penser une école émancipatrice qui, précisément, ne ferait pas des élèves des objets de l'apprentissage, mais bien des sujets qu'on leur, très concrètement, dans les classes, on leur donne la parole.
c'est là qu'il faut prendre garde, je crois, avec cette dialectique, avec cette question de la norme en fait. C'est cette question de la norme sur laquelle je voulais peut-être terminer. C'est intéressant que la docilité que l'exigence de docilité ne soit plus la nôtre, qu'on rend les élèves sujets, et pourtant renoncer à la norme peut être un vrai danger pour nos élèves aussi. On le sait, cette question de l'accès à la norme orthographique va être extrêmement stigmatisante socialement. C'est pas forcément. Je suis pas en train de dire que revenir à l'exigence et surtout au blocage d'avant. En tout cas, on peut relier les deux. La vigilance orthographique exercée dans les classes, en étant régulière, permet d'une manière différente, peut-être plus lente qu'avant, l'accès à la norme orthographique. Le renoncement que l'on observe parfois aujourd'hui, je ne jette pas la pierre au professeur, en fait, les années 90 et 2000, les professeurs de français sont formés dans cette idée que l'orthographe, bon, c'est pas très grave. Et c'est vrai que c'est pas très grave. Mais voilà, je veux simplement dire que émanciper ne veut pas dire renoncer à certaines normes, quand bien même elles ont, comme les règles, certains aspects arbitraires, quand bien même cette norme peut faire l'objet de réflexion, y compris de débats en classe. Pour l'instant, elle s'impose. Donc, l'accès à la norme orthographique reste un métier, une appréciation sur l'orthographe. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose à des inspecteurs, à des chefs d'établissement, à des enseignants premier, second degré? Allez-y, je vous écoute. On a vraiment discuté avec la classe, c'est quelques points qui n'étaient pas forcément abordables dans ce qu'on peut dire. Mais on considère tous, en collège, je crois, qu'on manque de course vis-à-vis de notre travail, vis-à-vis de nos choix pour le supérieur. On a beaucoup plus besoin d'être écouté et entendu, que ce soit par rapport au travail personnel à la maison ou même en classe. Et d'être beaucoup plus accompagné dans nos choix. Au lycée, on ne voit pas forcément beaucoup de conseils d'orientation et d'orientation pour nous aider. Et ça, je pense que c'est un très long, surtout quand on doit choisir rapidement et précisément ce qu'on va faire. Et on est conformé dans ce moule qui ne convient pas forcément à tous ces élèves de pouvoir choisir vraiment ce qui leur plaît, même si, avec la réforme, c'est quand même beaucoup plus simple de choisir ce qui nous plaît. Et c'est aussi là où la matière humanité, littérature, philosophie nous aide. Elle nous permet un peu de sortir de ce format où on va beaucoup plus réfléchir personnellement sur des sujets d'actualité, aussi sur qui on est personnellement, et permettre de penser d'évoluer, et ainsi permettre de mieux comprendre. Mais je pense que c'est surtout un manque d'écoute entre le professeur et l'élève, pour voir quelque chose qui manque aujourd'hui. Le message est passé. Merci beaucoup. Est-ce que les camarades, ça correspond, elles ont bien retransmis vos idées et vos échanges? Oui? Bon. Emma? Allez-y. Juste quelque chose à dire. Quand on parle d'émancipation pour l'école, je trouve que c'est assez difficile de s'émanciper dans le sens où je rejoins Sylvie qui parle de moule, qui est assez compliqué, et je rejoins évidemment ce que disait ma professeure. Parce que, ma professeure, elle m'a parlé la dernière fois en me disant que dans mon travail, il manquait de personnel parce que j'étais très scolaire. J'apprenais sans vraiment savoir ce que j'apprenais.
fiches. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, on peut vous les distribuer et on va passer à la fameuse pause troc.